veuve désespérée accepta d'épouser un montagnard pour offrir un toit à ses enfants. Mais ce qu'elle découvrit dans ce cœur silencieux changea sa vie à jamais. Il y avait quelque chose dans l'air de ce matin-là qui rendait tout plus pesant. Le froid mordait la peau comme des aiguilles invisibles, et le ciel de plomb s'étendait sur les terres du sud comme un linceul sans espoir. C'était l'hiver 1889, et dans le petit village de Saint-Martin-des-Monts, au cœur des vastes plateaux des Pyrénées, la vie s'écoulait avec la rudesse de ceux qui savent que chaque jour peut être le dernier. Catherine Dubois marchait lentement sur le sentier boueux qui menait de sa masure au puits communal. Elle portait dans ses bras son plus jeune fils, le petit Michel, enveloppé dans des linges qui ne tenaient plus chaud. Derrière elle, comme une file de canetons effrayés, suivaient ses 8 autres enfants, tous pieds nus, tous les yeux creusés par la faim, tous regardant leur mère comme si elle était l'unique lumière au milieu de tant de ténèbres. Mais Catherine ne savait plus où trouver cette lumière. Voilà 6 mois que son mari, Thomas, était décédé. Il n'y eut pas de temps pour le deuil, pas de temps pour les larmes. La terre continuait d'exiger son labeur. Les enfants continuaient de réclamer du pain, et elle continuait de se lever chaque matin sans savoir comment elle tiendrait un jour de plus. Les autres femmes du village la regardèrent du coin de l'œil quand elle passait, sans méchanceté peut-être, mais sans compassion non plus. Il y avait dans leurs yeux quelque chose qui disait « La pauvre, mais que va-t-elle faire avec tant d'enfants et sans hommes ?» Certains hommes aussi l'observaient, mais pas dans l'intention de l'aider. Le veuvage sur ces terres était comme une marque, un signe qui disait « Cette femme est seule, et ce qui est seul est perdu ». Catherine remplit sa cruche d'eau glacée et la chargea sur son épaule. Le poids lui faisait mal, mais elle était habituée à la douleur. Ce à quoi elle ne pouvait s'habituer, c'était la peur. La peur que l'hiver s'installe pour de bon et qu'elle n'ait plus de bois. La peur que la fièvre frappe à nouveau l'un de ses enfants, la peur qu'un jour, elle n'en puisse tout simplement plus. En retournant à sa masure, elle vit Monsieur Gérard Lambert, debout près de sa porte. C'était l'homme le plus riche du village, propriétaire de terres et de bétail, avec une voix forte et des manières intimidantes. Catherine sentit son estomac se nouer. Elle savait ce qui l'attendait. Monsieur Lambert ne perdit pas de temps en détours. Il lui rappela qu'elle devait 3 mois de loyer pour la terre où se trouvait sa cabane, que si elle ne payait pas, elle devrait partir. Catherine tenta d'expliquer d'une voix tremblante qu'elle faisait de son mieux, qu'elle avait juste besoin d'un peu plus de temps. Mais Monsieur Lambert secoua la tête, comme quelqu'un qui a déjà pris sa décision et ne reviendra pas en arrière. Alors, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, il lui fit une proposition. Il dit qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider, un homme qui avait besoin d'une épouse, quelqu'un qui pourrait cuisiner, nettoyer, s'occuper de son foyer. Il n'était pas du village, précisa-t-il, c'était un montagnard. Il vivait seul dans les hauteurs, loin de tous, mais il était travailleur et avait des ressources. Si Catherine acceptait de l'épouser, M. Lambert oublierait la dette et elle aurait un toit sûr pour ses enfants. Catherine sentit le monde s'arrêter. Un montagnard. Les histoires qu'elle avait entendues sur ces hommes des montagnes étaient terribles. Des hommes sauvages, violents, qui ne comprenaient pas les coutumes des gens civilisés. Mais quand elle regarda derrière elle et vit ses enfants, leurs visages sales et leur ventre vide, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. La voix brisée, elle accepta. Monsieur Lambert hocha la tête satisfait et lui dit qu'il viendrait la chercher le lendemain, qu'elle n'emporte que l'essentiel, que l'homme était déjà au courant et l'attendait. Et sans plus de cérémonie, il partit, laissant Catherine debout sur le seuil de sa masure, le cœur en miettes et la certitude que sa vie était sur le point de basculer à jamais. Cette nuit-là, Catherine ne put dormir. Elle serra ses enfants dans ses bras, leur murmura des mots de réconfort qu'elle ne ressentait pas elle-même et pria de toutes ses forces. Elle demanda que, quoi qu'il l'attende, ses petits soient au moins en sécurité. Le lendemain matin, M. Lambert arriva avec une charrette. Catherine y fit monter ses enfants un par un, sans regarder en arrière, sans dire au revoir à personne. Personne ne sortit pour lui faire ses adieux. Personne ne lui souhaita bonne chance.
À Saint-Martin-des-Monts, les veuves pauvres ne méritaient pas de cérémonie. Le chemin fut long et silencieux. Les enfants, effrayés, se serraient les uns contre les autres. Catherine regardait l'horizon, essayant de ne pas penser à ce qui allait arriver, de ne pas imaginer les yeux de l'homme qui serait son mari, de ne pas sentir la honte qui lui brûlait la poitrine. Après plusieurs heures, la charrette s'arrêta. Monsieur Lambert désigna une petite cabane, construite en rondins et en pierre au pied d'une montagne. Devant elle, debout et complètement immobile, se tenait un homme. Il était grand, la peau sombre et tannée par le soleil. Il portait les cheveux longs, attachés par une lanière de cuir et des vêtements simples, mélange de tradition montagnarde et de vêtements de la vallée. Un arc était suspendu à son dos, et dans son regard, il y avait quelque chose que Catherine ne sut déchiffrer. Ce n'était pas de la fureur, mais ce n'était pas non plus de la chaleur, c'était du silence. Monsieur Lambert descendit de la charrette, parla brièvement avec l'homme dans un patois que Catherine ne comprenait pas, puis se tourna vers elle. Il lui dit de descendre, que c'était sa nouvelle maison, que cet homme était Bastien, son époux. Catherine descendit lentement, aidant ses enfants à faire de même. Bastien ne bougea pas. Il se contentait d'observer de ses yeux sombres et impénétrables cette femme fragile et ses enfants dénutris qui envahissaient son monde. Monsieur Lambert prit congé avec un rire moqueur. Il lança quelque chose comme « Bonne chance avec ta nouvelle famille, le montagnard », et s'en alla, laissant un nuage de poussière derrière lui. Et alors, pour la première fois, Catherine et Bastien se retrouvèrent seuls, entourés de 9 enfants effrayés, d'un silence pesant et d'un avenir incertain. Bastien ne dit rien. Il tourna simplement les talons et entra dans la cabane. Catherine, le cœur battant à tout rompre, prit la main de son fils aîné et le suivit. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver. Elle ne savait pas si cette décision avait été la bonne, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce que Catherine ignorait, c'est que cette cabane, cet homme silencieux et ces montagnes froides lui réserveraient une vérité qui changerait sa vie pour toujours. Les premiers jours dans la cabane de Bastien furent comme marcher sur une fine couche de glace. Chaque pas semblait dangereux. Chaque mot que Catherine essayait de prononcer restait coincé dans sa gorge. Bastien ne parlait pas, ne souriait pas, ne la regardait pas directement dans les yeux. Il ne faisait que travailler. De l'aube au crépuscule, il partait chasser, réparait des outils, ramenait du bois, et quand il rentrait, il déposait tout dans un coin et allait dormir dans une pièce séparée. Catherine ne savait que penser. Elle s'était attendue à beaucoup de choses, certaines terribles, d'autres simplement difficiles, mais cela, c'était déconcertant. Bastien ne lui exigeait rien, ne lui criait pas dessus, ne la touchait pas, ne lui demandait pas de remplir ses devoirs d'épouse. Il existait simplement dans le même espace qu'elle, comme 2 étrangers contraints de partager le même refuge. Les enfants aussi étaient effrayés. Ils se déplaçaient en silence, parlaient à voix basse et gardaient toujours leur distance avec cet homme au regard sombre. Catherine essayait de les occuper, leur donnait de petites tâches, leur racontait des histoires avant de dormir, mais elle sentait que tout était faux, qu'ils vivaient dans une sorte de limbe où rien n'était clair. Un après-midi, alors que Catherine préparait une soupe claire avec le peu qu'ils avaient, le petit Michel s'approcha de Bastien avec curiosité. Le montagnard était assis près du feu, affûtant la pointe d'une flèche. L'enfant, avec ses grands yeux brillants que seuls les innocents possèdent, tendit sa petite main et toucha le bras de Bastien. Catherine sentit son cœur s'arrêter. Elle se précipita vers eux, prête à éloigner son fils, craignant une réaction violente. Mais ce qu'elle vit la laissa sans voix. Bastien avait levé les yeux, non pas avec colère, mais avec surprise. Le petit Michel souriait, ignorant la peur, et désignait la flèche avec fascination. Alors, lentement, Bastien lui montra comment on taillait la pierre. Il ne dit rien, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de doux. Catherine resta paralysée. Elle ne savait pas si elle devait interrompre ou laisser le moment se poursuivre. Finalement, le petit Michel se lassa et retourna en courant vers ses frères.
Bastien reprit son travail comme si de rien n'était, mais quelque chose avait changé. Quelque chose de petit, de presque imperceptible, mais de réel. Les jours commencèrent à suivre une routine. Bastien partait tôt, et Catherine en profitait pour nettoyer, cuisiner, essayer de faire de cette cabane un foyer. Elle découvrit que Bastien laissait plus de nourriture qu'il n'en consommait. De la viande de cerf, des racines, du maïs séché. Ce n'était pas abondant, mais c'était suffisant. C'était plus que ce qu'ils avaient eu depuis des mois. Un soir, alors que les enfants dormaient, Catherine osa parler. Elle demanda à Bastien pourquoi il avait accepté de l'épouser, pourquoi il avait accepté de prendre en charge 9 bouches de plus à nourrir. Bastien ne répondit pas tout de suite. Plusieurs minutes s'écoulèrent en silence, seul le crépitement du feu emplissant l'espace. Puis, d'une voix rauque et posée, il dit quelque chose dans son patois. Catherine ne comprit pas les mots, mais elle comprit le ton. C'était de la tristesse, de la solitude. Bastien tenta de s'expliquer en français avec des mots courts et mal enchaînés. Il dit qu'il avait perdu sa famille il y a de nombreuses années, qu'il vivait seul parce que personne ne voulait s'approcher d'un homme des montagnes, que lorsque M. Lambert lui avait proposé cette union, il avait pensé que peut-être la solitude serait moins lourde. Catherine sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était ni de la pitié, ni de la peur. C'était de la compréhension. Cet homme que tout le monde craignait, qu'on avait dépeint comme un sauvage, était aussi brisé qu'elle, aussi perdu, aussi seul. Les semaines passèrent et peu à peu, les barrières commencèrent à tomber. Les enfants cessèrent d'avoir peur. Ils se mirent à suivre Bastien quand il allait chercher du bois, à l'observer quand il travaillait, à l'imiter quand il fabriquait des outils. Il ne les rejeta jamais, ne leur cria jamais dessus. Il leur permettait simplement d'être là, en silence, mais présent. Un après-midi, Catherine trouva Bastien en train d'apprendre à son fils aîné, Jean, à bander un arc. Le garçon riait, fier de pouvoir tenir l'arme. Bastien, bien que sérieux, avait sur les lèvres quelque chose qui ressemblait à un sourire. Cette nuit-là, Catherine réalisa quelque chose. Bastien n'était pas un monstre, ni un sauvage. C'était un homme qui avait appris à survivre dans un monde qui le rejetait. Un homme qui gardait sa tendresse sous des couches de silence, parce que personne ne lui avait jamais appris qu'il pouvait la montrer en toute sécurité. Et elle, qui était arrivée dans cette cabane comme un sacrifice, comme une transaction désespérée, commençait à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. Du respect, de la gratitude, et peut-être quelque chose de plus profond, qu'elle n'osait pas encore nommer. Mais à Saint-Martin-des-Monts, les rumeurs ne tardèrent pas à circuler. On disait que la veuve Dubois vivait avec un sauvage, que ses enfants grandiraient sans principe, que c'était une honte pour la communauté. Monsieur Lambert, en entendant ces bruits, souriait avec satisfaction. Il avait tenu sa parole, il avait donné un toit à cette femme. Si elle avait choisi de vivre avec un montagnard, c'était sa croix à porter. Catherine entendit ces commentaires lorsqu'elle descendit au village pour acheter de la farine. Les femmes la regardaient avec mépris, les hommes avec moquerie. Mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Cette fois, quelque chose en elle resta ferme, car elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Elle savait que dans cette cabane, loin du jugement de tous, elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais eu dans sa vie antérieure. Elle avait trouvé la dignité, elle avait trouvé la paix, et même si elle ne le disait pas encore à voix haute, elle avait commencé à trouver l'amour. Ce soir-là, quand elle rentra à la cabane, Bastien l'attendait avec du bois frais et une marmite de ragoût chaud. Il ne dit rien, mais dans ses yeux, il y avait une question silencieuse. « Ça va ?» Catherine hocha la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, cette réponse était vraie. L'hiver se faisait plus mordant chaque jour. Les chutes de neige devinrent constantes, et le vent hurlait la nuit comme un animal blessé. Mais à l'intérieur de la cabane de Bastien, il y avait quelque chose que le froid ne pouvait atteindre. Il y avait de la chaleur humaine, les rires timides des enfants. Il y avait des regards qui commençaient à dire ce que les mots n'osaient pas encore prononcer. Catherine avait appris à lire le silence de Bastien.
Elle savait quand il était fatigué à la façon dont ses épaules s'affaissaient en entrant. Elle savait quand quelque chose le préoccupait parce qu'il fronçait à peine les sourcils en regardant les montagnes. Et elle savait, bien qu'il ne le dise jamais, qu'il prenait soin d'elle et de ses enfants avec un dévouement qu'elle n'avait jamais vu chez personne. Un après-midi, alors qu'elle préparait des galettes sur la pierre chaude, Catherine sentit le regard de Bastien sur elle. Ce n'était pas un regard envahissant ou gênant, c'était quelque chose de différent. Il y avait de la chaleur dans ses yeux sombres. Il y avait quelque chose qui semblait dire « J'aime te voir ici, j'aime que cet endroit ne soit plus vide ». Catherine sentit son cœur battre plus vite. Elle se rendit compte qu'elle aussi le regardait, qu'elle attendait d'entendre ses pas quand il revenait de la chasse, qu'elle cherchait n'importe quelle excuse pour être près de lui. Et cela l'effrayait, car elle s'était promis de ne plus jamais tomber amoureuse, de ne plus jamais dépendre de personne, de ne plus jamais souffrir de la perte d'un homme. Mais Bastien n'était pas comme les autres hommes. Il n'exigeait pas, ne criait pas, ne méprisait pas. Il donnait simplement. Il donnait du bois, de la nourriture, une protection. Il donnait sa patience aux enfants, son respect à elle. Et peu à peu, sans le demander, il avait gagné quelque chose que Catherine croyait perdu, sa confiance. Un jour, la tempête arriva. Ce ne fut pas comme les chutes de neige précédentes. Celle-ci fut violente, furieuse, implacable. Le vent secouait la cabane comme s'il voulait l'arracher de ses fondations, et la neige tombait si épaisse qu'il était impossible de voir à plus de quelques pas. Bastien était parti tôt ce matin-là, avant que la tempête ne commence. Il avait dit qu'il allait vérifier les pièges sur les hauteurs de la montagne. Catherine lui avait demandé de ne pas y aller, que le ciel semblait menaçant. Mais il avait simplement hoché la tête avec ce demi-sourire qu'elle connaissait si bien maintenant. Et il était parti. Les heures passèrent, la tempête empira. Les enfants étaient effrayés, agrippés à Catherine, demandant où était Bastien. Elle essayait de garder son calme, d'alimenter le feu, de chanter des chansons pour les distraire, mais à l'intérieur, la terreur la consumait. La nuit tomba. Bastien ne revenait pas. Catherine regardait par la fenêtre toutes les quelques minutes, espérant voir sa silhouette dans la neige. Mais il n'y avait que l'obscurité et le vent. Elle coucha les enfants, leur dit que Bastien allait bien, qu'il s'était seulement abrité. Mais quand elle ferma la porte de la chambre et se retrouva seule devant le feu, les larmes qu'elle avait contenues commencèrent à couler. Elle ne pouvait pas le perdre, pas maintenant. Pas alors qu'elle commençait à peine à comprendre ce qu'il signifiait pour elle, pas alors que ses enfants avaient trouvé en lui une figure protectrice, pas alors qu'elle-même avait commencé à ressentir quelque chose qu'elle croyait mort, l'espoir. Catherine pria comme elle n'avait jamais prié. Elle demanda à Dieu, à la Vierge, à tous les saints de le ramener, de ne pas lui enlever cet homme bon, cet homme silencieux qui avait rempli de lumière un espace qui n'était auparavant que survie. Vers minuit, elle entendit un bruit dehors. Elle se leva d'un bond, ouvrit la porte, et il était là. Bastien, couvert de neige, tremblant de froid, avec une blessure au front qui saignait, mais vivant. Il était vivant. Catherine ne réfléchit pas, elle agit. Elle le tira à l'intérieur, referma la porte contre le vent et l'amena près du feu. De ses mains tremblantes, elle lui retira ses vêtements mouillés, l'enveloppa dans des couvertures, nettoya la blessure sur son front. Bastien essayait de parler, de dire qu'il allait bien, mais Catherine ne le laissa pas faire, répétant seulement entre deux sanglots « Tu es là, tu es vivant, Dieu merci, tu es vivant ». Bastien la regarda avec une expression qu'elle n'avait jamais vue. Il y avait de la surprise, oui, mais aussi de la tendresse, de la gratitude, et quelque chose de plus profond. Quelque chose qui comblait l'espace entre eux comme une langue qui n'avait pas besoin de mots. Catherine réalisa qu'elle pleurait, que ses mains tenaient toujours le visage de Bastien, qu'ils étaient si proches qu'elle pouvait sentir sa respiration. Et à ce moment, sans penser aux conséquences, sans penser au passé ou à la peur, elle se pencha et appuya son front contre le sien. Bastien ferma les yeux. Ses mains, larges et calleuses, montèrent lentement pour prendre celles de Catherine, et ils restèrent là, en silence, respirant ensemble, partageant un moment plus intime que n'importe quel mot,
plus profond que n'importe quelle promesse. Cette nuit-là, Bastien dormit près du feu, enveloppé dans des couvertures, et Catherine resta à ses côtés. Il ne se passa rien de plus. Ce n'était pas nécessaire, car tous deux savaient que quelque chose avait changé pour toujours. Le lendemain matin, la tempête était passée. Le soleil brillait sur un monde couvert de neige blanche et pure. Bastien se réveilla et trouva Catherine endormie par terre à côté de lui, une main tenant encore la sienne. Il la regarda longuement. Il regarda ses traits fatigués, ses cernes, ses mains gercées par le travail. Il regarda cette femme qui était arrivée dans sa vie comme un arrangement, une transaction, et qui était maintenant quelque chose de bien plus grand. Elle était sa famille, son foyer, la raison pour laquelle il voulait rentrer chaque soir. Quand Catherine ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit fut Bastien qui la regardait. Et cette fois, il sourit. Pas un demi-sourire, pas quelque chose de timide. Il sourit vraiment avec chaleur, avec affection. Et Catherine sut, sans l'ombre d'un doute, qu'elle était tombée amoureuse de cet homme silencieux, de ce montagnard que le monde méprisait, de ce cœur noble qui avait appris à aimer sans le dire, à donner sans rien attendre en retour. Mais à Saint-Martin-des-Monts, les choses étaient sur le point de se compliquer. Monsieur Lambert avait entendu d'autres rumeurs sur Catherine. On disait qu'elle et le montagnard vivaient comme de vrais époux, que les enfants l'appelaient père, que cette étrange famille prospérait. Et cela ne lui plaisait pas du tout, car Monsieur Lambert avait conclu cet arrangement en espérant que Catherine échouerait, qu'elle reviendrait supplier son aide, qu'elle apprendrait sa place. Mais elle n'était pas revenue. Elle avait trouvé quelque chose de mieux, et pour un homme comme Monsieur Lambert, c'était intolérable. Alors, il commença à comploter, à chercher un moyen de briser cette paix que Catherine avait trouvée. Car dans son esprit, une veuve pauvre ne méritait pas d'être heureuse, et un montagnard ne méritait pas d'avoir une famille. Mais ce que Monsieur Lambert ignorait, c'est que l'amour qui était né dans cette cabane était plus fort que n'importe quel complot, plus fort que n'importe quel préjugé. C'était un amour construit sur le respect, sur la dignité, sur la vérité de deux âmes brisées qui avaient appris à guérir ensemble. Et cet amour, tôt ou tard, devrait affronter la plus grande des épreuves. Le printemps arriva dans une explosion de couleurs. Les champs se couvrirent de fleurs sauvages, les oiseaux revinrent avec leurs chants, et l'air froid de l'hiver fut remplacé par une brise tiède, porteuse d'espoir. Pour Catherine et Bastien, ces mois furent les plus heureux qu'ils aient jamais connus. Les enfants couraient librement dans les prairies, riaient sans crainte, apprenaient de Bastien les secrets de la terre. Il leur enseignait à pister les animaux, à identifier les plantes comestibles, à respecter la nature. Et ils le suivaient comme de fidèles chiots, l'appelant d'un nom qui était venu naturellement, papa. Catherine observait tout cela, le cœur comblé. Elle voyait comment ces enfants, qui n'avaient connu que la faim et la tristesse, avaient maintenant une enfance, des rires, une sécurité, et elle savait que tout cela était grâce à cet homme qui était entré dans leur vie comme un étranger et en était devenu le centre. Un après-midi, alors qu'elle lavait le linge dans le ruisseau voisin, Bastien s'approcha d'elle. Il tenait quelque chose dans ses mains, enveloppé dans un tissu. Il le lui tendit sans un mot, avec cette timidité qui le caractérisait encore lorsqu'il voulait exprimer son affection. Catherine déballa le paquet et découvrit un collier. Il n'était ni en or ni en pierres précieuses. Il était en cuir tressé avec de petites perles de bois sculptées à la main et une pièce centrale, une pierre lisse et brillante en forme de cœur. Bastien expliqua avec des mots hésitants que c'était une tradition de son peuple, que lorsqu'un homme trouvait la femme qui donnait un sens à sa vie, il lui offrait quelque chose fait de ses propres mains, quelque chose qui disait sans mots « Tu es mienne et je suis tien ». Catherine sentit les larmes couler sans pouvoir les retenir. Bastien, nerveux, lui demanda si ça ne lui plaisait pas, s'il avait fait quelque chose de mal, mais elle secoua simplement la tête et se jeta dans ses bras. Elle lui dit que c'était le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu, car il ne venait pas de l'argent ou de l'ostentation. Il venait du cœur. Cette nuit-là, sous les étoiles, Catherine et Bastien devinrent de vrais époux. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de témoins, pas de papier signé.
Il n'y eut que 2 personnes qui se donnèrent entièrement, avec honnêteté, avec un amour pur. Et pour la première fois depuis longtemps, Catherine se sentit complète. Mais le bonheur ne dure jamais éternellement sans être mis à l'épreuve. Un matin, alors que Bastien était dans la forêt et que les enfants jouaient près de la cabane, une délégation de Saint-Martin-des-Monts apparut. Il y avait Monsieur Lambert, le père Étienne de l'église locale, et 2 autres hommes que Catherine ne reconnut pas. Monsieur Lambert descendit de son cheval avec ce faux sourire qu'elle avait appris à haïr. Le père Étienne semblait mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas être là, mais n'avait pas le choix. Monsieur Lambert parla d'une voix forte pour que tout le monde entende. Il dit qu'il avait reçu des rapports, indiquant que Catherine vivait dans une union immorale, qu'elle élevait ses enfants dans un environnement inapproprié, aux côtés d'un homme qui n'était même pas chrétien, et qu'en tant qu'autorité du village, il était de son devoir d'intervenir. Catherine sentit son sang se glacer. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Monsieur Lambert répondit qu'il y avait 2 options. La première, qu'elle retourne au village, quitte Bastien, et il lui donnerait un travail comme servante dans sa maison. Les enfants seraient placés dans des familles décentes, où ils apprendraient des valeurs appropriées. La deuxième option, qu'elle accepte que son union avec Bastien était invalide devant Dieu et la loi, et qu'elle signe un document renonçant à tout droit sur la terre où elle vivait. Ainsi, Monsieur Lambert pourrait réclamer ces terres qui, selon lui, avaient appartenu à sa famille avant que les montagnards ne les occupent illégalement. Catherine comprit tout à ce moment-là. Il ne s'agissait ni de morale ni de religion. Il s'agissait de terre, de pouvoir, d'un homme avide qui voulait étendre sa propriété et se fichait de détruire des vies pour y parvenir. D'une voix ferme, elle lui dit qu'elle n'acceptait aucune des 2 options, que sa vie avec Bastien était honnête et digne, que ses enfants étaient mieux soignés que jamais, qu'elle n'avait aucune honte à avoir. Monsieur Lambert rit, dit qu'il s'attendait à cette réponse, puis révéla son véritable plan. Il déclara avoir déposé une plainte auprès des autorités régionales, alléguant que Bastien avait pris Catherine et ses enfants par la force, qu'il les retenait contre leur volonté et que d'ici quelques jours, des gendarmes viendraient enquêter. Catherine cria que c'était un mensonge, qu'elle était là de son plein gré, mais Monsieur Lambert se contenta de sourire. Il lui dit que sa parole ne valait rien, qu'elle n'était qu'une veuve pauvre sans éducation, que les gendarmes croiraient ce qu'il leur dirait, et que Bastien, étant un montagnard, serait considéré coupable avant même d'avoir pu donner sa version. Le père Étienne prit enfin la parole. D'une voix douce, il dit à Catherine qu'il comprenait sa situation, mais qu'elle devait penser à ses enfants. Que si les gendarmes arrivaient et constataient ce que M. Lambert leur avait raconté, ils pourraient de toute façon emmener les enfants, qu'il valait peut-être mieux accepter l'arrangement, éviter de plus gros problèmes. Catherine sentit son monde s'effondrer. Elle regarda vers la forêt où se trouvait Bastien, ignorant tout cela. Elle regarda ses enfants, qui l'observaient, effrayée, sans comprendre ce qui se passait, et elle ressentit une haine profonde envers ces hommes qui se croyaient le droit de décider de la vie des autres. Monsieur Lambert lui donna 3 jours pour se décider, puis ils partirent, laissant derrière eux un nuage de menaces et de peur. Quand Bastien revint et que Catherine lui raconta ce qui s'était passé, son visage se durcit. Il ne dit rien pendant un long moment, puis il parla d'une voix grave et douloureuse. Il dit qu'il avait toujours su que ce moment viendrait, que le bonheur n'était pas pour les gens comme lui, que le mieux était peut-être que Catherine retourne au village pour protéger ses enfants. Mais Catherine refusa. Elle lui dit qu'elle ne l'abandonnerait pas, qu'elle ne laisserait pas M. Lambert gagner, qu'il trouverait une solution, qu'il se battrait. Bastien la regarda avec des yeux pleins d'amour et de tristesse. Il lui dit qu'il admirait son courage, mais qu'il connaissait le monde mieux qu'elle. Que les hommes comme M. Lambert gagnaient toujours, que les gens des montagnes perdaient toujours, qu'il ne voulait pas qu'elle et les enfants paient le prix de sa présence dans leur vie. Cette nuit-là, enlacés près du feu, ils pleurèrent tous les 2. Ils pleurèrent l'injustice du monde. Ils pleurèrent l'amour qu'ils avaient retrouvé et qui était maintenant menacé. Ils pleurèrent pour les enfants qui ne méritaient pas de souffrir à nouveau.
Mais au milieu des larmes, Catherine prit une décision. Elle n'allait pas abandonner, elle n'allait pas laisser qu'on lui enlève la seule bonne chose qu'elle avait trouvée depuis des années. Elle allait se battre. Et s'il fallait affronter M. Lambert, les gendarmes, le monde entier, elle le ferait. Car elle avait appris quelque chose durant ces mois avec Bastien. Elle avait appris que sa voix comptait, que sa dignité ne dépendait pas de ce que les autres pensaient, que le véritable amour valait n'importe quel prix, et elle était prête à payer ce prix. Les 3 jours que M. Lambert avait accordés passèrent comme un soupir douloureux. Catherine dormait à peine, mangeait à peine, passant ses nuits aux côtés de Bastien, à échafauder des plans, à chercher des solutions qui semblaient ne pas exister. Les enfants sentaient la tension, se déplaçaient en silence, demandant avec leurs yeux ce qu'ils n'osaient pas dire avec des mots. Bastien avait pris une décision. Il dit à Catherine qu'il partirait avant l'arrivée des gendarmes, qu'il endosserait toute la responsabilité, qu'il dirait qu'il l'avait effectivement retenue contre son gré, et qu'ainsi, elle et les enfants seraient libres. Il préférait porter un mensonge que de détruire la vie de la femme qu'il aimait. Mais Catherine refusa catégoriquement. Elle lui dit que s'il partait, elle le suivrait, qu'elle ne permettrait pas qu'il se sacrifie pour elle, qu'ils avaient construit quelque chose de réel, de magnifique, et que la peur ou la lâcheté ne le détruiraient pas. Ils se disputèrent pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. Ils élevèrent la voix. Bastien, désespéré de la protéger, lui disait qu'elle ne comprenait pas le monde, qu'elle ne savait pas comment les choses fonctionnaient pour les gens comme lui. Catherine, les larmes coulant sur son visage, lui criait qu'elle comprenait très bien, qu'elle avait vécu assez d'injustice pour savoir exactement comment était ce monde, mais qu'elle n'était plus disposée à l'accepter. Le 4e jour, comme l'avait promis M. Lambert, les gendarmes arrivèrent. C'étaient 3 hommes en uniforme, accompagnés de M. Lambert et du père Étienne. Catherine les accueillit sur le seuil de la cabane, Bastien à ses côtés et les enfants derrière eux. Le gendarme responsable, un homme d'âge mûr à la moustache épaisse et au regard las, se présenta comme le capitaine Morel. Il dit qu'il venait enquêter sur une plainte sérieuse, qu'il devait parler à Catherine seule, sans la présence de l'accusé. Catherine répondit d'une voix ferme que tout ce qu'elle avait à dire, elle le dirait devant Bastien, qu'elle n'avait ni secret ni peur. Monsieur Lambert intervint avec cette voix pompeuse qu'il aimait tant utiliser. Il commença à raconter sa version, qu'il avait aidé une veuve désespérée en lui offrant un refuge chez un homme travailleur, mais que cet homme avait profité de sa position pour la maintenir captive, pour corrompre ses enfants avec des coutumes sauvages, pour l'éloigner de la civilisation et de Dieu. Le père Étienne acquiesça timidement, ajoutant qu'il était vrai que Catherine avait cessé d'aller à la messe, que ses enfants ne recevaient plus d'instruction religieuse, qu'ils vivaient comme des païens dans les montagnes. Le capitaine Morel écouta tout avec une expression neutre, puis il se tourna vers Catherine et lui posa une question directe. « Madame, êtes-vous ici de votre plein gré ?» Et c'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Avant que Catherine ne puisse répondre, une petite voix claire rompit le silence. C'était Jean, son fils aîné, âgé d'à peine 11 ans. Il s'avança, tremblant mais décidé, et prit la parole. Il dit que M. Lambert mentait, que lorsqu'ils vivaient au village, ils avaient faim, que sa maman pleurait toutes les nuits parce qu'elle ne savait pas comment les nourrir, que M. Lambert ne leur avait offert de l'aide que pour leur prendre les terres où ils vivaient maintenant, que Bastien ne les avait jamais forcés à quoi que ce soit, qu'il leur avait donné à manger, un toit, du respect. La voix du garçon se brisa, mais il continua. Il dit que Bastien lui avait appris à être fort, à prendre soin de ses frères, à être un homme, un vrai, que pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur, que pour la première fois, il se sentait en sécurité. Alors, un par un, les autres enfants commencèrent à parler. Marie, 9 ans, dit que papa Bastien lui avait appris à reconnaître les plantes médicinales, qu'il lui avait guéri une blessure au pied quand personne d'autre n'avait su comment faire. Pierre, 7 ans, dit que papa leur avait construit des jouets en bois, qu'il jouait avec eux, qu'il ne leur criait jamais dessus, comme le faisaient d'autres adultes. Les gendarmes écoutaient en silence.
Monsieur Lambert tenta d'interrompre, de dire que les enfants étaient confus, manipulés, mais le capitaine Morel leva la main pour lui intimer le silence. Puis ce fut le tour de Catherine. D'une voix qui tremblait d'émotion mais ferme dans sa vérité, elle raconta son histoire. Elle parla du veuvage, du désespoir, de la proposition qui lui avait semblé être sa seule issue. Elle parla de la peur qu'elle avait ressentie au début, de la façon dont cette peur s'était transformée en respect, et le respect en amour. Elle leur montra le collier que Bastien lui avait fait. Elle leur montra la cabane propre et organisée, les provisions bien rangées, les lits où ses enfants dormaient en sécurité. Elle leur montra les outils que Bastien avait fabriqués, les livres qu'elle lisait aux enfants tous les soirs, les coutures sur les vêtements qui témoignaient de soin et de dignité. Elle leur dit que oui, c'était vrai qu'ils n'allaient pas à la messe, mais qu'ils priaient ensemble chaque soir, qu'ils enseignaient à leurs enfants la bonté, le respect, le travail honnête. Que Bastien, bien que n'étant pas chrétien de la manière reconnue par l'Église, était plus pieux que bien des hommes qui se frappaient la poitrine sur les bancs du temple. Et puis, les yeux fixés sur M. Lambert, elle dit la vérité que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait dire. Elle dit qu'il ne s'agissait ni de morale, ni de religion, mais de cupidité. D'un homme puissant qui ne supportait pas de voir une femme pauvre trouver le bonheur hors de son contrôle. Il s'agissait de terres que M. Lambert voulait pour lui-même. Le silence qui suivit fut pesant. M. Lambert était rouge de colère, mais ne pouvait parler. Le père Étienne regardait le sol, visiblement mal à l'aise. Les deux autres gendarmes échangeaient des regards significatifs. Et alors, la voix brisée, il dit quelque chose qui surprit tout le monde. Il dit que si les gendarmes considéraient qu'il était un danger, s'ils croyaient que Catherine et les enfants seraient mieux sans lui, il partirait, qu'il ne se battrait pas, qu'il voulait seulement qu'ils aillent bien, même si cela signifiait qu'ils se retrouveraient à nouveau seuls. Catherine laissa échapper un sanglot, prit la main de Bastien et dit d'une voix qui n'admettait aucune discussion que cela n'arriverait jamais, qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient une famille et que personne ne les séparerait. Le capitaine Morel observa la scène pendant un long moment. Il regarda les enfants agrippés à leurs parents. Il regarda la cabane modeste mais digne. Il regarda M. Lambert avec son costume élégant et son faux sourire. Et il prit sa décision. Il se tourna vers M. Lambert et lui dit, d'une voix qui ne cachait pas son dégoût, qu'il ne trouvait aucune preuve d'un quelconque délit, que la femme était clairement là de son plein gré, que les enfants étaient bien soignés, en bonne santé et heureux, que sa plainte semblait plus motivée par des intérêts personnels que par une réelle préoccupation. M. Lambert explosa. Il cria que c'était un outrage, qu'un montagnard ne pouvait pas avoir une famille chrétienne, que les autorités devaient protéger les valeurs de la communauté. Mais le capitaine Morel l'interrompit sèchement. Il lui dit que les valeurs qu'il voyait dans cette famille étaient plus solides que celles de beaucoup qui se targuaient d'être respectables. Puis le capitaine fit quelque chose d'inattendu. Il sortit un papier de sa poche et le tendit à Catherine. C'était un document officiel qui reconnaissait son union avec Bastien comme valide en vertu de la loi. Il dit qu'il avait fait quelques recherches avant de venir, qu'il avait découvert que les terres où il vivait n'appartenaient légalement pas à M. Lambert, mais qu'elles étaient des terres communales, et qu'en tant que famille établie là, ils avaient le droit de les revendiquer comme les leurs. M. Lambert tenta de protester, mais le capitaine l'avertit qu'un mot de plus, et il ferait face à des accusations de fausses dénonciations et de tentatives d'appropriation illégale de terres. Le visage décomposé par la fureur et l'humiliation, M. Lambert monta sur son cheval et partit, suivi par le père Étienne, qui murmurait des excuses précipitées. Les gendarmes s'en allèrent également, mais avant de partir, le capitaine Morel dit quelque chose à Catherine qu'elle n'oublierait jamais. Il lui dit qu'il admirait son courage, que le monde avait besoin de plus de femmes prêtes à défendre ce qui est juste, peu importe ce que les autres disaient, qu'il avait vu de nombreuses familles dans son travail et que peu d'entre elles irradiaient l'amour que la sienne dégageait.
Quand ils se retrouvèrent enfin seuls, Catherine, Bastien et les enfants s'étreignirent, pleurèrent, rirent, se serrèrent les uns contre les autres, comme s'ils voulaient ne faire qu'un. Cette nuit-là, sous les étoiles, Catherine regarda sa famille. Elle regarda Bastien, son visage serein et ses yeux pleins d'amour. Elle regarda ses enfants qui dormaient paisiblement, sachant qu'ils étaient en sécurité. Et elle réalisa quelque chose de profond. Elle était arrivée dans ces montagnes comme une femme brisée, désespérée, sans espoir. Elle avait accepté un arrangement qui lui avait semblé être son dernier recours, mais ce qu'elle avait trouvé était bien plus qu'un toit au-dessus de sa tête. Elle avait trouvé la dignité, elle avait trouvé le véritable amour, elle avait trouvé sa propre voie. Bastien lui murmura qu'il l'aimait. Catherine répondit qu'elle l'aimait aussi, et ajouta quelque chose de plus, qu'il lui avait appris que l'amour ne se résumait pas à de jolis mots ou à des promesses en l'air. Il s'agissait d'actes, de respect, de construire ensemble, jour après jour, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les années qui suivirent furent de fêtes de dur labeur, mais aussi de joie. Ils cultivèrent la terre, élevèrent des animaux, construisirent une vie solide. Les enfants grandirent, forts et en bonne santé, portant en eux les leçons de deux cultures, de deux mondes, qui s'étaient rencontrés dans l'amour. Certaines personnes du village ne les acceptèrent jamais, mais avec le temps, d'autres familles commencèrent à leur rendre visite. Elles voyaient le bonheur authentique qui émanait de cette maison. Elles voyaient des enfants éduqués, respectueux, habiles. Et certains commencèrent à se demander si peut-être, juste peut-être, la vraie valeur d'une personne ne résidait pas dans son origine, mais dans son cœur. Catherine devint une figure respectée dans les montagnes. Les femmes venaient la voir pour lui demander conseil. Les hommes consultaient Bastien sur les techniques de chasse et de culture. Et cette famille, qui avait commencé comme un arrangement désespéré, devint un exemple que le véritable amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. Monsieur Lambert ne les dérangea plus jamais. Sa réputation au village avait été entachée lorsque la vérité sur ses intentions fut révélée. Et bien qu'il n'admît jamais sa défaite, au fond de son cœur, il savait qu'il avait perdu contre quelque chose de plus puissant que lui, la dignité de deux personnes qui avaient refusé d'être détruites. Bien des années plus tard, alors que Catherine était une vieille femme aux cheveux blancs et aux mains ridées, assise sur le porche de sa cabane entourée de ses petits-enfants, quelqu'un lui demanda si elle avait jamais regretté sa décision, si cela avait valu la peine d'affronter tant de rejets, tant de difficultés. Elle regarda vers l'endroit où Bastien, vieilli lui aussi, mais avec des yeux toujours aussi profonds, sculptait un jouet en bois pour l'un des petits. Elle regarda ses enfants adultes, forts et bons, qui avaient construit leur propre vie sur les valeurs qu'on leur avait enseignées. Elle regarda les montagnes qui avaient été leur foyer pendant tant d'années, et répondit avec un sourire qui illuminait son visage ridé. « Chaque instant en a valu la peine, car j'ai appris que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que le monde vous donne, mais dans ce que vous construisez de vos propres mains et avec votre propre cœur. » L'amour entre Catherine et Bastien ne fut jamais facile, mais il fut réel, honnête, construit sur le respect mutuel, sur la décision quotidienne de se choisir l'un l'autre. Et cela, au final, fut plus puissant que n'importe quel préjugé, que n'importe quelle loi injuste, que n'importe quelle voix qui tentait de leur dire qu'ils ne méritaient pas d'être heureux. Car le véritable amour ne connaît pas de frontières, ne comprend ni les races, ni les classes sociales. Il ne comprend que les cœurs, disposés à se donner entièrement, les âmes courageuses qui choisissent de construire quelque chose de beau, au milieu d'un monde qui semble parfois conçu pour détruire ce qui est authentique. Et c'est cette leçon, plus que toute autre, qui resta gravée dans les montagnes de Saint-Martin-des-Monts. Une leçon qui se transmit de génération en génération. La leçon que lorsque deux personnes brisées trouvent le courage de guérir ensemble, elles peuvent créer quelque chose d'indestructible. L'histoire de la veuve et du montagnard devint une légende. Mais pour ceux qui l'ont vécue, ce ne fut jamais seulement une histoire. Ce fut une vie difficile, belle, réelle. Une vie qui a prouvé que parfois, les plus grandes bénédictions se déguisent en décisions désespérées.
et que le véritable foyer n'est pas un lieu, mais les personnes avec qui l'on choisit de partager son chemin. Catherine avait accepté d'épouser un étranger pour un toit, mais elle découvrit quelque chose d'infiniment plus précieux. Elle découvrit que le véritable amour existe, que la dignité ne se mendie pas, mais se construit, et que sa voix, la voix d'une veuve pauvre que le monde avait décidé d'ignorer, avait le pouvoir de changer les destins. Et cette voix résonna à travers les années, murmurant à tous ceux qui se sentaient perdus, rejetés, sans espoir. Ton histoire n'est pas encore terminée, et peut-être que, juste au moment où tu crois qu'il ne reste plus rien, tu trouveras ce que ton cœur a toujours cherché. Ce fut le véritable miracle. Non pas la fin heureuse d'un conte de fées, mais la victoire quotidienne de choisir l'amour plutôt que la peur, la dignité plutôt que le désespoir, la vérité plutôt que la commodité. Et en cela, l'histoire de Catherine et Bastien fut, et sera toujours, éternelle.